Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rally. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ce qu'ils proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables, chiffrées à l'appui? Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 21h30 sur CCTV Rally. Le rendez-vous est donc pris. À très bientôt. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre mission Synopsis. Synopsis qui a eu aujourd'hui et qui doit également parler d'une question très fondamentale qui est comment libérer l'Afrique de la puissance occidentale. La question mérite d'être posée au regard de ce qu'on appelle aujourd'hui l'occidentalisation de l'Afrique. Partout où surgit un conflit, il y a toujours la présence intéressée, vigilante, impitoyable de l'Occident pour mettre en même temps en contribution nos vies et nos faiblesses. Et dans ces cadres, ils viennent pour nous assister dans le cadre de l'assistance politique, économique, technique. La question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir ici si cette assistance permettra-t-il ou telle à la République démocratique du Congo ou à l'Afrique de se développer, ou soit l'Occident, sa présence en Afrique se justifie par le fait de piller nos ressources naturelles, de venir nous dominer à travers leurs instruments mis en place en Afrique, notamment la religion. Voilà cette question que notre invité est donc censé de répondre. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba. Il est d'abord chercheur, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et puis président de la nouvelle vision panafricaine. Bonsoir, M. Norbert Yamba. Bonsoir. M. Norbert Yamba, d'entrée de jeu, comment d'abord interprétez-vous cette question fondamentale sur les puissances occidentales en Afrique? Merci Kabeyam pour l'invitation. Il faut reconnaître que l'Afrique, depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui, est considérée comme continent problématique par excellence. Lorsqu'on veut savoir où sont les pauvres, il faut venir en Afrique. Lorsqu'on veut savoir où il n'y a pas de route, on vient en Afrique. Lorsqu'on veut savoir où il n'y a pas un système sanitaire, on vient en Afrique. Lorsqu'on veut savoir où il n'y a pas un système économique, un système presque culturel, un système social, il faut venir en Afrique. Donc l'Afrique devient une unité d'observation de la pauvreté. Un terrain d'expérimentation. Un terrain d'expérimentation qui a échoué sur toutes les lignes. Tous les clignotants sont au rouge. Oui. Cela s'explique. Comment? Parce que l'Afrique au départ, oui, se fit une confédération des royautés. Il n'y avait qu'un seul pays qu'on a appelé autrefois la confédération des royautés. Et l'Afrique a vécu 35 siècles avant l'ère chrétienne et une grande puissance en termes d'invention des mathématiques, médecine, écriture, philosophie, histoire, astronomie, astrophysique, etc. Certainement que l'Afrique a connu des moments très très difficiles avec les systèmes d'esclavage, que ce soit l'esclavage arabo-musulman, que ce soit l'esclavage européen. Ce qu'on appelle la traite transatlantique. Mais depuis lors, il a existé une sorte de diplomatie de vocabulaire
où on termine l'esclavage, on met en place la colonisation. Or, la colonisation, c'est pratiquement le même résultat que l'esclavage. On termine la colonisation, on met en place la néocolonisation. Oui. La néocolonisation, c'est pratiquement le même résultat que la colonisation. On parle de plus en plus aujourd'hui, à un moment donné, de la néocolonisation, de la guerre froide, où on a divisé l'Afrique à des modérés et des progressistes, etc. Aujourd'hui, on est à 54 États. Mais qui a divisé l'Afrique? Sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Ce sont des Européens. Ils se sont retrouvés la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin. Et cette conférence a permis naturellement qu'on se répartisse l'Afrique en des morceaux, sans tenir compte des affinités culturelles, sans tenir compte des affinités sociologiques, etc. L'idée, c'était de faire en sorte que les pays européens qui voulaient prendre l'Afrique, qui à un moment donné ont participé à l'esclavage, etc., voulaient se taper des morceaux où chacun pouvait exploiter les ressources minières. Surtout avec la révolution industrielle en Europe, promotionnée par l'Angleterre, etc. Et alors, maintenant, le goût de l'Afrique, la convoitise de l'Afrique, a commencé naturellement par la révolution commerciale. Et cette révolution commerciale a permis naturellement qu'on ait besoin des hommes et des femmes qui pouvaient véritablement travailler dans des plantations. On est venu piquer en Afrique. On les appelait des esclaves, des gens sans salaire, des gens qui travaillaient du matin au soir, tantôt à la maison comme domestiques, ce qu'on appelle les nègres de maison, tantôt dans les plantations, dans des fermes, comme nègres des champs, etc. Et lorsque est arrivée la révolution industrielle, et puis bon, voilà, donc ils avaient besoin de matières premières pour transformer, parce qu'il y avait des industries. Et raison pour laquelle ils sont venus, ils ont décidé de s'installer sur place ici chez nous. Et donc, lorsqu'ils s'installent, ils ont organisé la conférence, et voilà, on a saucissonné l'Afrique. Ils ont commencé à piquer les ressources naturelles qui étaient dans nos pays, etc. Et voilà, croyez-moi, lors de la conférence de Berlin, parce que d'aucuns ne savent pas que les États-Unis faisaient partie naturellement de cette conférence. Il a été invité, ils ont été invités, il y a aussi la Russie était là-bas. Mais la Russie qui est présentée aujourd'hui comme modèle. Oui, attention, modèle, ça veut dire quoi? On va en parler, parce qu'il ne faut pas se tromper d'adresse. Et donc, les deux puissances ont dû participer à la Deuxième Guerre mondiale, et grâce aux États-Unis, grâce à la Russie, à l'Union soviétique à l'époque, on a gagné la Deuxième Guerre mondiale, on a neutralisé l'Allemagne. Et les deux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, associés aux vainqueurs connexes comme la France, l'Angleterre, n'est-ce pas, se sont retrouvés pour dire qu'il fallait monter un nouvel ordre mondial. Et cet ordre permettait de mettre en place des instruments comme l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Ils ont mis en place ce qu'on a appelé la gestion monétaire dans les institutions de Bretton Woods. Vous avez la Banque mondiale, vous avez le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, c'est suppléé également par des banques régionales, des banques régionales, etc. Le club de Paris. Et voilà, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont mis en place ce qu'on appelle des structures des Nations Unies, des organismes comme l'OMS, des organismes comme PNUD, ONSF, FAO, compagnie, etc. Ce sont des organismes qui ont été mis en place par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très important. Et donc, toutes ces institutions sont idéologisées. Et toutes ces institutions surveillent les pays qui ont connu des déboires. Et plus précisément, l'Afrique est du reste un terrain de prédilection où même des graines pourries viennent germer. Donc, vers les années 50, vous savez que les Noirs,
les nègres qui étaient des esclaves ont été vendus dans les Caraïbes et ont été vendus aux Amériques. Ils ont travaillé dans les plantations. Certainement que, bon, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, je ne vais pas de l'Union soviétique, je parle des États-Unis, ils ont estimé que c'était le moment de pouvoir accélérer les processus de décolonisation pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place un nouveau système. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés, ils ont appelé tous les pays du tiers-monde, que ce soit en Asie, l'Amérique latine, en Afrique, ils se sont retrouvés naturellement à la conférence de Berlin. C'est en Bandung. Non, la conférence de Bandung. C'est en Indonésie, en 1955, oui, où on a créé ce qu'on a appelé le tiers-monde. L'idée, c'est de construire des relations entre les vainqueurs, je continue à insister, les États-Unis et l'Union soviétique, avec les pays du tiers-monde, dont on retrouve naturellement même la Chine à l'époque, parce que la Chine a connu des moments très 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 difficiles. Elle a été c'est pas humiliée par les Japonais, par les Européens. C'est comme ça qu'on a eu Taïwan, c'est comme ça qu'on a eu ce qu'on a appelé Hong Kong. Donc, maintenant, c'est les États-Unis et l'Union soviétique qui prennent la direction pour surveiller et donner des orientations, continuer à exploiter à la place des anciens colonisateurs et mettant en place un nouvel ordre qu'on appelle la néocolonisation qui est dominée par l'impérialisme occidental. Alors, Kabeya, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, malheureusement, ils ont créé une sorte de guéguerre entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et ils ont divisé le monde à deux. Tantôt, on retrouvait les progressistes qui étaient derrière l'Union soviétique communiste en son temps. Vous trouverez la catégorie des socialistes. Et vous trouverez les modérés qui étaient derrière les capitalistes américains, compagnie, etc. Et donc, une fois encore, l'Afrique est divisée entre les États-Unis et les Soviétiques. Pour quelle raison? Simplement parce que si à une certaine époque, l'Europe a été construite avec tout ce qu'on a exploité en Afrique, les États-Unis, comme l'Union soviétique, voulaient davantage bénéficier des richesses de l'Afrique. Et voilà, on est resté, excusez-moi, on est resté, depuis les années de décolonisation, des indépendances, oui, jusqu'à 1989. 1989, vous connaissez ce qu'on appelait la perestroïka, le glasnost, etc., oui, où il y a eu effondrement, l'éclatement de l'Union soviétique, oui, 14 États se sont séparés, et est restée la Russie, et puis finalement, il y a effondrement également de la guerre froide. Cet effondrement de la guerre froide passe par l'éclatement de l'Union soviétique, ce qui donne la possibilité, naturellement, aux États-Unis de prendre le décide, de prendre la direction. Alors maintenant, quand, avec Gorbatchev, ils ont accepté naturellement de refondre le monde, l'Occident, qui croyait avoir gagné la guerre froide, au détriment, par exemple, des Soviétiques, n'a pas bien géré, naturellement, cet effondrement de la guerre froide. Et on est resté avec des petits soucis. Mais c'est ce qui a apporté des la Russie, aujourd'hui, la Russie est là. Il dit, mais on a consenti, on a accepté. Et d'ailleurs, à l'époque, on ne voulait plus parler de l'OTAN, parce que finalement, il n'y a plus de guerre froide. Et puis finalement, l'OTAN s'est reconstitué. Et les anciens pays qui faisaient partie, des 14 pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, dont notamment l'Ukraine, qui constitue aujourd'hui les problèmes de la guerre, compagnie, etc. L'Occident, il a été demandé de ne pas quadriller, naturellement, la Russie. Et voilà. Curieusement, beaucoup de ces pays, l'Occident leur a tendu la main au point où de demander de faire partie non seulement de l'Union européenne, mais de l'OTAN. Oui. Et la Russie
qui a été déçu déjà par la gestion, n'est-ce pas, lors de l'effondrement de la guerre froide, et la Russie, qui croyait que les États-Unis joueraient le rôle de bâtisseurs, au lieu de diviseurs, voilà, on s'est retrouvé dans une situation où il y a réaction. Vous avez brossé en rentrée la réalité de l'Occident à travers l'année 1985 où les pays européens colonisateurs du continent noir ont codifié des règles pour l'occupation de l'Afrique à travers leur dictat. Mais nous, en tant que c'est là qu'on vient pour dominer, on ne pouvait pas maintenir aussi les statu quo de cette domination, d'autant plus que la politique est une projection et une anticipation de l'avenir. Mais pourquoi donner l'image aujourd'hui d'un bébé qu'on a entendu de tout nouveau? Il est finalement arrivé, mais avec beaucoup de turbulences. Mais jusque-là, l'Afrique ne rassure pas à 40 ans lorsqu'il viendra une fois avoir pris de l'âge. L'Afrique est difficile de rassurer pour l'instant, simplement parce que cette rencontre avec les étrangers, notamment l'Occident, est une rencontre qui a véritablement infantilisé l'Afrique, instrumentalisé même, à cause de la religion que l'Occident a exportée chez nous, des religions qui visiblement ont anéanti la spiritualité africaine, ont remplacé le savoir africain par le savoir importé, et ça ne nous a pas permis véritablement d'avoir cette capacité d'anticipation ou de transformation de notre société. Il faut ajouter l'éducation, une éducation importée. Mais le comble ici, c'est du fait que tous ceci ont pris l'ampleur des tragédies. Mais c'est la tragédie parce que c'est piégé. Que ce soit le système éducatif, c'est importé. Le système politique, c'est importé. Le système religieux, c'est importé. Le système sanitaire, c'est importé. Le système économique, c'est importé. Le système social. Il n'y a rien d'Afrique. Tous les héritages qui ont fait la puissance de nos ancêtres, etc., n'ont pas été pris en considération. Ils ont été piétinés, que ce soit au niveau pendant l'esclavage, que ce soit au niveau de la colonisation, de la néocolonisation, la fin de la deuxième de la guerre froide, etc. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Et donc, nous n'avons pas ce que nous ne sommes pas ce que nous devions être. Nous sommes ce que les autres voudraient que nous soyons. Et donc, nous devenons de petits bébés sous biberon. C'est ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a une diplomatie des vocabulaires, en fait. Hein. Ils viennent, c'est comme quand je suis, qu'on voudrait réorienter la politique de ceci ou la politique de cela. Mais Kabea, il y a un problème de paradigme. Le paradigme occidental aujourd'hui est hétérocentrique, à rentabilité externe. Mais il faut changer les paradigmes. Mais qui change le paradigme dès lors que vous voyez? Regardez, quand les États-Unis se déplacent des milliers de kilomètres vers chez nous et nous disent, écoutez, il faut pratiquer la démocratie, il faut pratiquer les élections, il faut. Et sillonnent dans tous les pays africains, etc. Est-ce que le Congo peut quitter aujourd'hui pour aller aux États-Unis imposer une logique? Non, Kabea, le paradigme occidental, c'est un paradigme qui consiste à considérer l'Occident comme ayant une civilisation universelle, l'Occident comme ayant une civilisation idéale, l'Occident comme étant l'unité de mesure, l'Occident comme étant un état civilisation, et avec laquelle civilisation doit être propagée et imposée partout à travers le monde. Aujourd'hui, il y a une théorie qui nous montre très clairement qu'aucune société ne peut se faire référentielle. C'est-à-dire que aucune société ne peut se faire ni l'unité de mesure, aucune civilisation ne peut dépasser l'autre civilisation. Est-ce que vous pouvez accepter une telle réalité telle que nous imposée par l'Occident? Mais regardez, nous parlons français. Mais qui est le propriétaire de cette langue? C'est la France, c'est l'Occident. Nous parlons l'anglais. Nous parlons le portugais. Voilà. Nous parlons l'espagnol. Mais écoute, ce ne sont pas nos langues. Nous avons nos langues, nous avons le lingala. Le lingala ne franchit guère les frontières. C'est pourquoi je vous dis qu'ils nous ont tendu de pièges. Ils ont voulu faire de nous ce que vivent. Est-ce qu'on ne pouvait pas, en tant que tel, nous-mêmes fournir de quoi pour
ne serait-ce que les Lingala soient aussi universalisés. Mais il faut des grandes réformes, Kabea. Et des grandes réformes. D'abord, réformer l'Afrique pour construire l'unité politique de manière que nous puissions constituer un seul État, ce qu'on appelait autrefois la Confédération des royautés. Ça, c'est un effort à faire. Mais ils nous ont saucissonné à 54 États. Chacun est la boutique de tel ou tel pays. Même quand on voudrait véritablement aller à l'unisson, eh bien, écoutez, on va vous repotiser. Il ne faut pas accepter. On l'a tenté même dans les années 60. C'est comme ça qu'on a créé l'Organisation de l'unité africaine. Tout simplement parce que les pères de l'indépendance auraient souhaité que nous ayons un État fédéral africain. Et ils ont refusé, ils ont divisé le groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia. Et donc, ils n'ont jamais accepté. Vous avez vu quand Kadhafi dit « construisons un État africain ». Ben, il a été pratiquement tué, compagnie, etc. Donc, je voudrais, Kabea, vous dire que nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons de beaucoup. Mais nous avons une opportunité aujourd'hui. Laquelle? Contrairement à ce que d'aucuns pensent, la Russie comme la Chine, certainement, ont subi des déboires, ont subi des humiliations comme nous. Certainement que la Russie a été déçue à 89 pour avoir accepté naturellement l'éclatement de l'Union soviétique, mais ils n'ont pas été bien gérés, ils n'ont pas été bien soutenus naturellement par l'Occident. La Chine a connu des humiliations au 19e siècle, même au début du 20e siècle. Et donc, tous ces pays-là sont en train de renaître. Suivez-moi. Oh, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, ils sont dans une perspective d'avoir véritablement, de construire ce qu'on appelle le néo-nationalisme. Et il se crée, deux types de nationalisme au monde. Il y a le nationalisme de repli et le nationalisme d'ambition. Le nationalisme d'ambition, oui. D'invention, d'innovation. Ça veut dire quoi? Le repli, ce sont les Occidentaux qui, en réalité, ont mis en place ce qu'on a appelé la mondialisation, la globalisation. Et cette mondialisation s'est retournée contre eux. Ils ont dit libre-échange. Aujourd'hui, c'est la Chine qui déverse véritablement ses produits. Vous savez, la Chine tire plus de 460 milliards de dollars des États-Unis. Les États-Unis, par rapport aux échanges avec la Chine, n'a que 135 milliards de dollars. Tu vois? Et donc, l'Occident est entré, beaucoup de sociétés sont en train véritablement de fermer, beaucoup d'entreprises occidentales ont été délocalisées en Chine. La Chine, qui imitait naturellement l'industrialisation occidentale, par la méthode de la machine inversée, aujourd'hui elle est en train de créer ses propres technologies. Elles sont plus de 650 technologies avec des brevets de recherche. Et donc, l'Occident s'est dit, tiens, mais comment expliquer la montée de la Chine qui devient deuxième puissance militaire, qui devient première puissance commerciale, qui devient deuxième puissance économique, encore que, bon, on dit que déjà dans les années 30, on risque de voir la Chine prendre le dessus. Vous voyez? Et donc, l'Occident maintenant est paniqué. C'est comme ça que vous voyez l'émergence de ce qu'on appelle, c'est pas, les partis de droite, les extrémistes de droite, oui. Voilà, qui refusent naturellement qu'il y ait des migrations vers leur pays. On dit que toutes ces migrations sont considérées comme des menaces à leur identité. Vous savez qu'il y a 30 ans, l'Europe était plus peuplée que l'Afrique. Aujourd'hui, l'Europe, c'est pratiquement 700 millions de personnes. L'Afrique, c'est 1,3 milliard. Mais vous avez parlé de la Chine aujourd'hui qui est également une puissance qui s'éveille actuellement. Est-ce que faudra-t-il admettre que les partenariats avec la Chine constituent aujourd'hui la voie qui offre le plus de chances pour l'envol de l'Afrique? Je voudrais simplement dire, et c'est là justement la difficulté chez nous en Afrique. Oui. La Chine a créé un mouvement de résistance pour créer aussi un État civilisationnel. Les Chinois sont arrivés naturellement à mettre en place leur paradigme. Un système de valeurs pour lesquels ils sont très capables de pouvoir rebondir et bondir davantage. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont partis
n'est-ce pas, d'un arsenal de valeurs qu'on appelle le confucianisme. Ouais. Et ce confucianisme, c'est un ensemble de valeurs qui, visiblement, sont comme des lois traditionnelles. Et ils ont combiné, le capitalisme, ils ont combiné le communisme et le confucianisme. Oui. Et donc, les trois systèmes de valeurs font un système de valeurs inventé à la différence du système de valeurs occidental, qui est de reste le paradigme occidental à la rentabilité externe. Maintenant, la Chine, au lieu d'emprunter la démocratie occidentale, la Chine a construit sa propre démocratie. La Chine a construit son propre système économique. La Chine a construit son propre système technologique, électronique. Aujourd'hui, la tendance et le combat pour la Chine aujourd'hui, c'est d'avoir le monde, de prendre le défi sur la digitalisation, sur la révolution numérique. Mais face à ce que vous venez d'évoquer, faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'Afrique, en fait, l'Occident, est un démon ou un ange pour l'Afrique? Regardez, Kabea, ce que nous faisons, c'est pédagogique. Et je dois vous avouer que ce soit la Chine, aujourd'hui, la Chine augmente, accumule des ressources, et depuis que la Chine est Chine, elle n'a jamais eu de bases militaires en Afrique. Aujourd'hui, la Chine a des bases militaires en Afrique, à partir de Djibouti. Qui est un petit pays de 4000 km², mais qui est le centre de commerce, où l'on retrouve les Américains, on retrouve les Français, les Turcs, les Russes, les Anglais, etc. Les Chinois ont installé aussi leurs bases militaires. Aucun pays n'a de bases militaires à l'étranger. Vous voyez? Donc, il est prouvé, même pas Ziegler, qui nous dit qu'attention, si la Chine n'a jamais pris des expansions, parce que vous comprenez la coopération win-win, gagnant-gagnant, etc., il faut comprendre que au début, la Chine disait qu'elle était sous-développée, elle n'avait pas de moyens, etc. Or, elle est montée des stratégies pour devenir puissante. Avec Xi Jinping, aujourd'hui, la Chine montre de quoi elle est capable. Et alors, que vous dites demain, si nous entretenons des relations avec la Chine et que la Chine ne puisse pas se retourner contre nous? Parce qu'au fur et à mesure où on accumule véritablement les richesses, à ce moment-là, la puissance de domination arrive. La preuve, c'est que vous avez une base militaire à Djibouti. C'est que très clairement, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, on n'est pas rassuré qu'une puissance puisse travailler à notre place. Parce que malgré que le pays comme le Mali, le pays comme Centrafrique ont invité véritablement la Russie, même le Burkina Faso, et puis voilà, où est-ce qu'on en est avec les développements? Ils sont dans les sites, dans les carrières des mines et compagnie, etc. Mais il n'y a pas de développement. Ni la Chine, je m'excuse beaucoup, oui. Ni la Chine, ni la Russie ne nous proposent un autre paradigme, ne nous aident naturellement à monter une sorte de révolution industrielle chez nous pour transformer nos matières premières. Parce qu'en réalité, la rentabilité, l'approche, le paradigme occidental, oui, elle est à rentabilité externe. Ils prennent nos produits, ils amènent chez eux à l'état brut et ils transforment chez eux, et ils créent des emplois et leurs enfants trouvent du travail. C'est normal, nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. En fait, vous avez parlé des outils, des hameçons qui nous ont en fait neutralisés à travers ce qu'on appelle la religion. Mais il faudra aussi examiner nos propres comportements. Regardez, partout dans toutes les institutions du pays, il y a des chrétiens musulmans, des chrétiens catholiques, des chrétiens orthodoxes, ainsi de suite. Mais il suffit seulement de regarder les degrés de l'honnêteté, les degrés de la sincérité face à la chose publique. On a quand même l'impression que l'Église nous a servi quand même à quelque chose face à une telle réalité. Oui, bon, quelque chose qui a des avantages a toujours des désavantages, etc. Mais en tout cas, l'Église, la vocation de l'Église chez nous obéissait à la Trinité coloniale. La Trinité coloniale suppose que, bon, il faut les amener à obéir. Oui. Il faut les amener à croire qu'ils n'avaient pas de Dieu et que nous n'avons qu'un seul Dieu et qui est blanc, etc. Les anges blancs, les archanges blancs. Et donc, il n'y a que leur Dieu qui puisse nous permettre d'aller au ciel.
Vous voyez, donc c'est idéologisé. Or, nos ancêtres ont vécu avec ce qu'on a appelé la Mahat. Et si les Chinois aujourd'hui sont vraiment à la page, c'est à cause du confucianisme. Vous voyez, Confucius. Oui, c'est Confucius, c'est l'air sage qui a pondu véritablement un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs sont articulées dans leurs lois, dans leur constitution, compagnie, et qui s'entremêlent avec le système économique. Et nous aussi, nous devons avoir cette absolue déité du confucianisme. Non, ça c'est chinois, ça c'est le système chinois. Il faut que l'Afrique devienne un État civilisationnel. Un État civilisationnel, ça veut dire avoir sa propre civilisation. Et nous, c'est maintenant ou jamais, lorsqu'il y a des guerres entre l'Occident et l'Orient, que nous puissions inventer notre propre système. Et malheureusement, l'intellectuel, il est démissionnaire parce qu'il a été fabriqué par un système éducatif importé. Aujourd'hui, nos opérateurs économiques ne peuvent pas faire autrement, autre mesure que quoi que ce soit. Nous voulons que l'industrie vienne de l'Occident. Et l'Occident ne peut pas. Celui qui monte sur l'éthique ne veut pas non seulement de ça, mais de le partager. Et donc, celui qui, quand des unités de puissance se racontent, l'unité la plus forte gagne la plus faible. Nous sommes de faibles et nous sommes absorbés naturellement par l'Occident et l'Orient. La situation devient plus grave. Simplement parce que, y compris ceux qui pouvaient, qui étaient avec nous comme des tiers-mondes aujourd'hui, etc., entrent dans la danse et travaillent pour leurs intérêts. La Chine n'a pas créé des usines de transformation chez nous. Il n'y a pas de société de commercialisation chez nous. Vous voyez, ils prennent le brut et ils amènent. Et dans le brut, il y a ce qu'on appelle des terres rares. Et ces terres rares sont tellement utiles parce qu'ils ont un usage multiforme. Vous voyez, alors maintenant, la Chine gagne doublement, tu vois, et il fait comme les Occidentaux. Et or, nous croyons que gagnant, c'est que nous, on a gagné. Mais depuis que la Chine est avec nous, dis-moi, vous voyez le changement? Aucun changement. Aucun changement. Donc, on attend des milliards, etc. Les Chinois sont même dans l'artisanat, ils sont dans la corruption. Mais c'est Norbert Mbayamba, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot pour terminer. Non, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, c'est le moment est arrivé pour que l'élite politique, l'élite économique, l'élite intellectuelle reviennent à la raison, reviennent au point de repère, réfléchir sur de nouvelles voies pour construire notre État civilisationnel qui est l'unité politique africaine, avec un système de valeurs qui s'inspirera véritablement de la Mahat. Oui. Certainement qu'on ne va pas inscrire les greffons culturels, pourquoi pas, mais au moins que nous ayons notre propre fondation, que nous ayons nos propres héritages traditionnels, et c'est comme ça que nous allons inventer. Ça va prendre le temps que ça va prendre. La Chine n'a pas fait un siècle pour rebondir comme il le fait aujourd'hui. Et nous avons intérêt à poser véritablement des jalons. C'est de cette manière qu'on va relever le défi, et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Le reste est réel démagogique. Très bien, c'est par ces credos de M. Norbert Mbayamba que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision. Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rally. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ce qu'ils proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables, chiffrées à l'appui? Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 21h30 sur CCTV Rally. Le rendez-vous est donc pris. À très bientôt.